Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'industrie automobile anglaise, à l'instar de la brumeuse Albion elle-même, a toujours été une chose en soi et nettement différente du reste du vieux continent. Il ne s'agit pas seulement de MM. Charles Rolls et Henry Royce, mais aussi de Walter Bentley, Lionel Martin, Henry Morgan et de nombreux autres passionnés qui ont créé des entreprises de conception et de fabrication de voitures il y a plus de 100 ans. Bien sûr, l'histoire de l'automobile britannique a connu des périodes difficiles, lorsque les Rover étaient essentiellement des Honda japonaises rebaptisées, et que les Alpha et Omega de Rolls-Royce et Bentley ont perdu leur indépendance et sont devenus la proie des teutons, sans parler de la défaite asiatique de la plus ancienne marque britannique, Morris Garage. Cependant, l'industrie automobile britannique, outre sa riche histoire, a une autre particularité: au fil des siècles, elle a eu non seulement 5 marques qui sont encore sur toutes les lèvres, mais aussi une douzaine et demie de marques moins connues et de grande diffusion, dont beaucoup sont devenus des éléments presque oubliés de l'histoire. Triumph, Lagonda, TVR, Austin, Caterham, Marcos, Brooks Superior, Reliant, Saint-Béam, Standard Motor Company, Vandenpla. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous souvenir de la marque Jensen, la plus ancienne, la plus méconnue et la plus intéressante. Et plus précisément de l'histoire et du destin de son modèle Ellie, qui mérite vraiment une histoire à part. Les débuts, Jensen Motor en 1934, dans la ville de Lyng, à la périphérie de West Bromwich, une entreprise appelée Jensen Motor démarrait ses activités. C'est le nom simple et clair que les frères Richard et Alan Jensen en donnent à l'entreprise familiale. Après avoir produit quelques modèles de type S et de type H pendant la période d'avant-guerre, l'entreprise présente en 1949 le premier Interceptor, le Jensen Interceptor, qui est basé sur un châssis Austin modernisé et qui peut accélérer jusqu'à 160 km/h. Les frères Jensen ont ensuite produit plusieurs autres modifications de la série 541, mais à la fin des années 50, Jensen Motor passe sous l'influence du groupe Norcross, perdant de fait son indépendance et produisant la CV8 et le prototype P66 dans la première moitié des années 60. La CV8 se distingue par le positionnement inhabituel des optiques avant. Cela a eu un effet négatif sur les frères eux-mêmes, qui ont quitté l'entreprise en 1966 à la suite de désaccords. Auparavant, ils avaient toutefois réussi à créer la 40 Sport en collaboration avec Austin et avaient également participé à l'assemblage de l'Austin Hélice, seules les opérations finales étant effectuées dans l'usine de la British Motor Corporation à Longbridge. En 1960, pour tenter de charger ses propres installations de production, Jensen Motor a même signé un contrat avec les Suédois pour assembler un lot de 10 000 voitures de sport Volvo P1800, dont les carrosseries étaient fabriquées en Écosse et transportées par chemin de fer jusqu'à West Bromwich, à l'usine Jensen. Hélas, en raison de la mauvaise qualité de fabrication, Volvo a transféré la production à Godbourg, sa ville natale, en 1963, et un peu plus de la moitié de la production prévue, environ 6 000 unités, a été fabriquée en Angleterre. Après avoir pris le large, sous l'égide du groupe Norcross, l'entreprise s'est bien comportée et a produit une deuxième Interceptor en 1966, dont la version FF à transmission intégrale est considérée comme la première voiture de tourisme de série au monde à être équipée d'une transmission permanente à 4 roues motrices. L'abréviation FF, version à transmission intégrale, signifie Ferguson Formula. Elle est facilement reconnaissable à ses deux ouïes sur les ailes avant. Au début des années 70, l'histoire de la marque prend un autre tournant inattendu, avec l'apparition d'un nouveau mot dans le nom, Ellie. Le deuxième mot, Austin Ellie. Pendant la Première Guerre mondiale, Donald Ellie sert dans l'armée de l'air britannique et, après la guerre, il devient réparateur de voitures. Au début des années 30, de mécaniciens automobiles confirment, Ellie devient ingénieur et pilote d'essai. Immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il organise sa propre production de voitures de sport et, en 1952, au Salon de l'automobile de Londres, il présente un Roadster Ellie sans équipe d'un moteur Austin A90.
Le prototype impressionne tellement le président de la toute nouvelle British Motor Corporation, Leonard Law, qu'il signe immédiatement un accord de coopération avec Ely, plus précisément, pour travailler pour la marine et produire des voitures de sport sous le nom d'Austin Ely. Il est amusant de constater que les frères Jensen ont également proposé leur propre version de la conception et de la construction de la nouvelle Austin, mais que les responsables de la marine l'ont rejeté en faveur du prototype de Ely. Au cours des 15 années suivantes, Ely a pu créer ce que l'on appelle les Big Ely, l'Austin Ely 100 à 6 avec un moteur 6 cylindres et l'Austin Ely 3000 avec un moteur 3 litres, ainsi que la petite voiture de sport Austin Ely Sprint, également conçue par Donald Ely, et dont la principale fonction était son faible prix. La demande pour les voitures Ely, surnommées « Frogey » en raison de l'emplacement et de la forme des optiques, ne cesse de diminuer. Et, au début des années 70, il est clair que, malgré les victoires en course et les records de vitesse mondiaux établis précédemment, le client n'est plus intéressé par ces voitures. En outre, BMC a été racheté par British Leyland, ce qui a signifié la fin de la carrière de Donald Ely en tant que constructeur de voitures Austin. Fascinante arithmétique, Jensen Ely. Comment la marque Jensen et Ely lui-même sont-ils devenus les sommations qui en forment le nom du modèle Jensen Ely? La réponse est simple, il y avait un troisième inconnu dans l'équation, Kjell Kvall. Cet Américain d'origine norvégienne de San Francisco était le plus grand concessionnaire d'Austin Ely aux États-Unis, et il voulait trouver une remplaçante à l'Austin Ely 3000. La solution qu'il a trouvée est de devenir l'actionnaire principal de Jensen Motor, et il invite Donald Ely, qui a été libéré, à devenir le président et le chef de projet de la nouvelle voiture de sport, qu'il décide de nommer aussi simplement qu'avant Jensen Ely. Outre Donald, un autre Ely, son fils Geoffrey, y participe. Il est difficile d'imaginer l'émotion des frères Jensen lorsqu'ils apprennent que le principal créateur des voitures de la marque Jensen dans quelques 5 ans sera le même Ely, qui leur a volé un projet commun avec BMC au début des années 50, et que le nom de leur création comprendra le nom de famille de Ely. En effet, Ely a vaincu les frères à 2 reprises, remportant la partie sur leur propre terrain. Le potentiel de l'usine de Bromwich méritait l'attention de Kvall, car au cours de la décennie précédente, elle s'était révélée être un site de production performant, et les problèmes de qualité n'effrayaient pas ce vendeur de voitures de sport britannique de longue date. D'autant plus que Donald Ely lui-même faisait partie de son équipe. Les plans du nouveau propriétaire sont donc très ambitieux, la nouvelle voiture doit être assemblée en grande quantité, c'est à dire à des dizaines de milliers d'exemplaires par an. En 1972, une nouvelle voiture de sport à toit décapotable, baptisée Jensen Ely sans désignation du modèle, et la voiture Fastback correspondante, présentée en 1975, s'appelait simplement Jensen GT. Hugo Poole, de Jensen Motor, a dessiné la carrosserie, dont l'avant et l'arrière ont ensuite été peints par William Townes afin qu'ils puissent être équipés de pare-chocs pour répondre aux exigences de sécurité nord-américaines. N'oublions pas le propriétaire de l'usine Jensen Motor à l'époque, et le marché américain, au même titre que le marché britannique, était considéré comme une priorité pour le nouveau produit. La partie inférieure de la carrosserie a été dessinée par Barry Bilby, qui avait travaillé avec Ely sur toutes ses voitures précédentes. Austin Ely 100, 100 à 6 et 3000, ainsi que Sprint. Au début, les prototypes ont eu le temps d'essayer différents moteurs, dont ceux de Vauxhall, de Ford et même de BMW. Cependant, le moteur Vauxhall de 2,3 litres répondait aux exigences américaines en matière de toxicité, mais était trop faible, 130 ch, pour une voiture de sport. De son côté, le si, en forme devait produit par l'allemand Ford of Europe convenait potentiellement aux Britanniques, mais la fourniture de moteurs Ford n'a pas fonctionné du tout, et les usines de moteurs bavaroises n'ont pas pu assurer la fourniture des unités dans les volumes requis. En conséquence, dans ce problème arithmétique, déjà déroutant, apparaît Colin Chapman de Lotus, qui propose son nouveau moteur de 2 litres à 16 soupapes. Oui, il y a un demi-siècle, ce moteur est devenu le premier moteur de transport produit en série avec 2 arbres à caman tête et 4 soupapes par cylindre. Mais dans le système d'alimentation pouvait fonctionner comme 2 carburateurs horizontaux Delorto DHLA, pour le marché européen. Et étranglé, sous les normes américaines de toxicité Zenith-Stromberg. Il est intéressant de noter que la voiture a été vendue au Japon, bien sûr, avec la conduite à droite, comme pour le marché anglais, mais avec un ensemble d'équipements américains.
Le moteur de 1973 cm3 développait une puissance tout à fait convenable, même selon les normes actuelles, de 144 chevaux, ce qui permettait à la 2 portes ouvertes d'un poids à vide d'environ 1100 kg de rouler à 192 km/h, maximum, et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8 secondes environ. C'est vrai, ce n'est pas mal du tout. La boîte de vitesse était à l'origine une boîte Chrysler à 4 rapports, également utilisée sur la Saint-Béam Rapier. Une rare boîte de vitesse G-Track 235 5e a été utilisée en option sur les voitures de la deuxième génération conditionnelle, MKI. À partir de 1975, que l'on trouvait dans la BMW 2002 et la Vauxhall Chevette HS. Les rapports ont été rapprochés afin d'améliorer les performances dynamiques, et la 5e vitesse n'est pas une surmultipliée, mais une transmission directe. Les suspensions à ressort avec double triangulation à l'avant et longitudinale à l'arrière n'étaient pas une révélation du point de vue technologique, de même que les freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Ces derniers, ainsi que le boîtier de direction, ont été repris avec des modifications minimes de la Vauxhall Firenza, mais les freins avant ont été équipés d'étriers Girlin type 14. L'intérieur des premières S-voitures était plutôt modeste et presque entièrement noir. En août 1973, une horloge, des boiseries sur le tableau de bord et même la climatisation en option ont fait leur apparition. L'intérieur de la GT Fastback de 1976 est devenu encore plus spectaculaire et expressif, avec une finition en bois de noyer et en cuir véritable. Si l'on évaluait objectivement Jensen Healey, l'apparence et le niveau technique de ce modèle correspondaient parfaitement à la tâche technique, aux tendances de l'époque et aux possibilités de ses créateurs, ce qui permettait de tabler sur des volumes de vente décents. Source de la photo, Curbside Classic. Comme pourquoi la Jensen Healey est-elle entrée dans l'histoire en mai 1976? À cette date, seuls 10 500 exemplaires ont été fabriqués, soit au moins 5 fois moins que ce qu'attendaient les créateurs. Hélas, la Jensen Healey, qui n'est pas une mauvaise voiture de sport, est arrivée sur le marché à un très mauvais moment, en pleine crise pétrolière, qui a frappé Jensen Motor, qui produisait à l'époque une grande Interceptor dotée d'un V8 vorace. L'introduction de la GT Fastback a également nécessité beaucoup de dépenses, ce qui a encore aggravé la situation financière déjà précaire de l'entreprise. Malgré cela, en 1974, Lotus a réussi à fournir le nombre nécessaire de moteurs, et la production a atteint le niveau de 86 voitures par semaine, ce qui a permis de compter sur 4000 voitures par an. Cependant, les grèves, la pénurie de composants, l'inflation et la perte d'intérêt pour les voitures non rentables est tout simplement pas assez pratique, et Healey n'en a jamais produit d'autres. On fait qu'en 1975, la société a commencé à préparer la fermeture de l'entreprise et l'arrêt de la production de la première et dernière voiture, Jensen Healey. En raison de leur faible tirage, les Jensen Healey ont aujourd'hui une réelle valeur de collection cependant, le chroniqueur Curbside Classic. Comme Paul Niedermeyer, qui a relu l'article original de Randan, AMP, il y a un an sur le test Jensen Healey de 1973, pense que la crise financière n'était pas la seule, et pas tant que cela, à blâmer, bien que Healey ait fait la plupart de ce qu'il aurait dû faire. Assez bien ou même mieux, il a été condamné par les problèmes de moteur de Lotus. Les réclamations au titre de la garantie se sont accumulées jusqu'à couler la société Jensen. Comme d'habitude, Colin Chapman a eu le dernier mot. PS. Malgré sa courte vie à la chaîne et son triste destin, la Jensen Healey a réussi à briller dans le monde de la course automobile. Devenant la première voiture de l'histoire du championnat du Sport Car Club of America, SCCA, à gagner dès sa première année de course. Elie Muller a conduit la Jensen Healey pour remporter un deuxième championnat de des productions en 1974. En conclusion, la Jensen Healey représente un chapitre fascinant de l'histoire automobile britannique, alliant innovation et passion. Bien qu'elle ait captive les amateurs de voitures de sport dans les années 70, des défis financiers et des problèmes de production ont conduit à sa disparition prématurée. Ce modèle, à la fois emblématique et tragique, nous rappelle l'importance de l'équilibre entre ambition et viabilité dans le monde de l'automobile. La Jensen Healey reste un symbole de ce que pourrait être une voiture de sport britannique, et son héritage continue d'inspirer les passions d'hier et d'aujourd'hui.